Bonjour à celles et ceux que je n'ai pas encore croisés. Hein. Il y a des têtes que je reconnais, qui étaient avec moi dans l'atelier précédent sur les conflits. J'allais dire la gestion des conflits, mais il ne faut surtout pas dire ça. Donc, voilà. Je vous propose de vous dire un mot sur qui je suis quand même pour commencer. Ensuite, j'aimerais bien qu'on fasse juste un tout petit tour de salle pour que chacun puisse se présenter et surtout dire d'où il en est par rapport au projet de santé, puisque, comme vous le savez, c'est l'atelier du tout début du processus. On est dans Initier, je crois, parmi les 3 blocs que vous avez choisis. Et dans Initier, c'est lever les premiers freins au projet. Donc on est vraiment au tout début. Donc je voulais savoir d'où vous en étiez, vous, en termes de maturité de projet, les uns et les autres, hein, dans le cadre de vos activités. Après quoi, je vous proposerai une modalité de travail, un fil conducteur, pour qu'on puisse passer cette heure agréablement, je l'espère. L'idée étant que ce soit le plus participatif possible. Donc j'ai essayé de partir de choses qui sont les plus concrètes possibles, et puis on va voir comment on chemine avec ça. Ce que je vous propose donc, c'est que je laisse le micro, et puis il circule dans la salle, et puis chacun dit qui il est, d'où il vient et d'où il en est. Alors, Victor Terraza, je suis président d'Avec Santé Nouvelle-Aquitaine. Je suis kiné dans une maison de santé qui est située à Créon en Gironde, et sur un projet de santé qui a dû être validé en 2012, me semble-t-il. Donc voilà, ça fait quelques années. Pour le coup, je suis peut-être le contre-exemple de la salle. On va voir avec mon voisin. Ou l'exemple à suivre. Bonjour, alors François Terraza, je suis pharmacien à Landiras, je suis accessoirement le cousin de Victor. Bon, ça... Et donc, alors moi je suis au tout début du projet de MSP, à savoir j'envisage à moyen long terme de faire une sur Landiras, c'est la commune où j'exerce. Donc je viens surtout prendre toutes les informations que je peux prendre à travers les divers ateliers au cours de la journée. Voilà. Victor a oublié de préciser qu'il était aussi facilitateur pour Avec Santé, et que, étant moi de la délégation départementale de la Gironde de l'ARS, je fais régulièrement appel à Avec, et c'est souvent Victor qui intervient. Voilà. Alors, Camille, infirmière libérale sur la commune de Valence en Poitou. Projet de santé signé il y a à peine un an. Donc, on est au tout début des réunions, des protocoles, des RCP, voilà. Oui. Émilie Montori, infirmière libérale à la maison de santé de Mimizan, co-gérante à la maison de santé, et projet validé en 2016. Maëlys Grégoire, coordinatrice à la maison de santé à Mimizan. Donc projet de santé validé à la même date. Je suis Clémence Moulinier de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. Je suis chargée de l'accompagnement des maisons de santé, sur l'ACI notamment. Charlotte Dupré, donc coordinatrice d'une maison de santé où le projet de santé est en cours de rédaction. Voilà, aux 2 tiers. Sauveterre de Guyenne. Fabienne Chauviré, je suis infirmière libérale et coordinatrice de la maison de santé dans le 87. Le projet de santé a été signé en 2018. Les ACI ont été signés en 2023. 87, Bellac. Bonjour, Marie Raymond, coordinatrice d'une maison de santé multisite à l'île d'Épagnac en Charente. Donc un projet de santé qui a été rédigé et validé en 2019. Et si je participe, c'est parce qu'on est en cours de réécriture, d'actualisation avec une équipe qui s'est renouvelée il y a 5 ans. Donc notre ROC nous a dit de repartir sur quelque chose de complètement nouveau plutôt que repartir sur la base et d'incrémenter les nouvelles choses. Donc voilà. Je ne me suis pas présenté de la journée. Bonjour, Étienne Klein. Je suis le directeur de la Fédération Avec Santé Nouvelle-Aquitaine et ex-infirmier qui exerce en MSP. Bonjour, Nathalie Fauché, coordinatrice du pôle 1000 soins donc en Corrèze, avec un projet et de la CPTS, un projet de santé écrit, je crois, en 2008, donc complètement obsolète, avec une équipe qui a entièrement changé, donc on pense réécrire la totalité du projet de santé. Voilà, alors j'ai 2 co-gérants, un électron libre. C'est pour que vous compreniez pourquoi.
Voilà, et un nouveau co-gérant qui commence à s'investir de plus en plus, donc ça c'est chouette. Alors moi c'est Jacinthe Domecq, donc je suis coordinatrice de la maison de santé d'Aimé en Dordogne. Et on a le projet de santé qui date depuis 10 ans. Donc voilà, tout est à refaire parce qu'il n'y avait personne qui gérait un petit peu la structure. Donc le projet de santé, voilà, c'est la priorité. Voilà. Moi, c'est Héloïse Lesters, je suis coordinatrice de la maison de santé Jean Semin à Billard, à côté de Pau. Notre projet de santé, lui, il a été signé il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça fait, je crois que c'était en 2021 ou 2022. Voilà. Donc Nathalie Devautour, je suis coordinatrice régionale à Avec Santé, ex-professionnelle de santé parce que j'étais podologue et coordinatrice dans une maison de santé en Charente qui avait ouvert ses portes en 2010. Donc c'était un projet de santé qui n'était même pas tellement lié au tram d'aujourd'hui, hein, qui a été réécrit plusieurs fois, puisque de toute façon, comme Marie, l'équipe a évolué avec des départs et des arrivées. Ruelle-sur-Touvre, à côté d'Angoulême. Françoise Le Signe, administratrice et facilitatrice donc avec Santé Nouvelle-Aquitaine, ex-professionnelle de santé infirmière, coordinatrice. Et j'ai écrit 2 projets de santé, MSP, CPTS. Mais on a toujours à apprendre et voilà. Nathalie Yopis, du coup, je suis chargée de mission accompagnement à la Fédération Avec Santé. Je pense qu'on se connaît quasiment tous. Bon, ok, merci. Oui, alors moi, il m'arrive assez fréquemment d'être contacté par des professionnels de santé qui ont le souhait de mieux connaître ce qu'est une maison de santé. Hein, et donc, c'est vrai qu'ils ont tendance à appeler assez fréquemment l'ARS, finalement, donc l'Agence régionale de santé en première intention, et la délégation départementale. Alors, la mienne, c'est la Gironde, ce que je vous disais. J'ai travaillé aussi sur d'autres départements, notamment le département de la Creuse, c'est pour ça que je connais bien la région, l'ex-région Limousin. Hein, voilà, donc, dans des départements qui ont des configurations assez différentes, même si la Gironde, c'est quand même un département qui est très contrasté, quoi, parce que souvent, on en a une vision un peu déformée, parce qu'on a Bordeaux et Bordeaux Métropole qui concentrent beaucoup de l'offre de santé, par exemple, alors qu'on a des territoires autour qui peuvent être beaucoup plus en déshérence. Hein. Je pense à la Haute-Gironde, que Françoise connaît bien, hein. Au Médoc, par exemple, certaines parties du Sud-Gironde, et puis la partie de l'Est, sur Sainte-Foy-la-Grande, par exemple, où c'est pas très évident. Alors, ce que je veux vous proposer comme travail pendant l'heure qui nous réunit, c'est de partir de ce que me disent, moi, spontanément, des professionnels de santé que je rencontre pour la première fois, souvent, et qui, à mon avis, traduisent des freins. Donc, j'aimerais qu'on les liste ensemble, que vous me disiez ensuite si vous souhaitez rajouter certains freins que j'aurais pu oublier éventuellement, ou que vous avez repérés et que moi je n'ai pas repéré dans le cadre des relations que j'ai avec ces professionnels de santé. Autrement dit, je vais partager comme vous, et je vais commencer pour amorcer la pompe des échanges, quoi, mais vous avez sûrement tout autant que moi des choses à apporter sur la manière dont les professionnels de santé se positionnent par rapport à cette perspective de projet de santé. Alors le tour de table était intéressant parce que malgré tout, il y a peu de personnes qui sont en situation comme vous d'être vraiment aux prémices du projet de santé. Hein. Donc j'espère que malgré tout, ça vous permettra d'y trouver votre compte néanmoins. Mais je pense que les échanges feront le reste. Alors, moi, ce que j'entends souvent, pour vous donner 6 exemples qui me paraissaient un peu édifiants et intéressants à retenir ici, c'est la coordination. En gros, pourquoi faire, quoi. En fait, ça, on le fait déjà, quoi, la coordination. Alors, bon, là, ça ne va pas apporter grand-chose de plus, quoi. Voire, ça ne va rien apporter de plus. Bon, ça, c'est le premier élément qui souvent m'est objecté, si je puis dire. Deuxième observation qui est faite, souvent c'est bon, écoutez, c'est bien sympathique tout ça, mais enfin moi j'ai des journées qui sont suffisamment chargées comme ça, donc j'ai pas le temps de faire plus que ça. Hein. Troisième point, c'est ça rajoute de la paperasse. Bon, on en a assez comme ça par ailleurs. Voilà. Quatrième point.
Je ne veux pas perdre mon indépendance, ma liberté, ça c'est quelque chose qui revient aussi assez fréquemment. 5e, c'est on s'entend bien comme ça. Ça risque de créer des conflits. Voilà. Et dernier point que j'ai voulu relever ici, si on est dans le cadre d'un projet immobilier, c'est de toute façon, je refuse de changer de lieu d'exercice. Donc voilà, j'ai pris ces 6 éléments-là parce que ça me semble être assez illustratif des freins qui sont les plus couramment repérés et face auxquels on doit travailler les uns et les autres pour tenter de les lever. Ça traduit quoi? Ça traduit la question du temps disponible. Voilà, ça c'est quelque chose qui revient souvent. Le sujet de la liberté et des obligations aussi éventuelles qu'emporte une maison de santé. Alors qu'est-ce qui revient le plus souvent en la matière? Outre la permanence des soins, c'est l'inquiétude par rapport au système d'information commun et le fait qu'on doive basculer les uns et les autres sur un autre système d'info éventuellement. Ce qui est mis en avant aussi, c'est souvent la lourdeur. Et dans la lourdeur, j'en prends ma part, c'est la question de la lourdeur administrative. C'est-à-dire, écoutez, wow, votre truc, c'est quand même un peu le parcours du combattant. Et évidemment, tout ça interagit des fois de manière défavorable, parce que si c'est lourd, ça nécessite d'y investir du temps. Et comme du temps, par ailleurs, on n'en a pas des masses, forcément, c'est pas très moteur. Et puis la question de la plus-value aussi, c'est ce qu'on disait, concrètement, tout ça pourquoi et le fait que ça va bien aujourd'hui et que ça peut générer des tensions. Par exemple, certains me disent le problème de la CI, c'est que ça introduit une dimension financière au sein de l'équipe, donc de s'entendre sur comment est-ce qu'on va partager ces recettes-là, et ça peut être de nature à créer des tensions, voire des conflits entre nous, alors que là, à ce stade, tout va bien. Sur la lourdeur, je veux préciser un peu ce qui nous est dit souvent, c'est la lourdeur à la création, donc c'est le parcours du combattant pour arriver jusque-là, et c'est la lourdeur aussi de fonctionnement de l'AMSP, ce qui fait partie des craintes, c'est l'ACI, c'est beaucoup de reporting, donc ça va nous consommer du temps. Sur l'indépendance et la liberté, pour préciser un peu, ce qu'on nous dit souvent, c'est je ne veux pas être contraint par l'État, l'assurance maladie, voire les élus. Et là, je veux dire un mot là-dessus parce que je pense que c'est hyper important d'être vigilant à laisser les élus à leur place. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut comprendre que parfois, pour des raisons de visibilité, un élu ait le souhait, l'envie qu'une maison de santé, avec le bâtiment qui va avec, soit créée sur sa commune. Et lorsque les professionnels de santé ont le sentiment qu'ils sont un peu pressés, voire oppressés à faire cette maison de santé, ça les fait reculer, ça les fige. Et ensuite, pour rétropédaler et les remettre autour de la table et les remobiliser, je peux vous assurer que c'est pas très évident, mais justement, on va en parler, c'est l'objectif. Et si les horaires d'ouverture, c'est aussi quelque chose qui revient souvent. Comment est-ce qu'on va faire pour arriver à couvrir du 8h, 20h et le samedi matin? Donc ça aussi, pour être un peu plus précis sur les freins, c'est des choses qui ressortent. Voilà. Donc, j'ai listé ensuite les freins que j'ai repérés. Ce que je vous propose, c'est que, on puisse compléter les freins, si vous pensez à d'autres freins que je n'ai pas relevés ici. Alors, je me suis permis de faire ça parce qu'on avait 1 heure. On aurait pu jouer au post-it, si je puis dire, noter 2 freins chacun, etc. On aurait pu les noter. Bon, ça aurait pris, je pense, beaucoup de temps. Donc j'ai préféré faire le choix de partir de choses qui étaient très concrètes, c'est-à-dire la façon dont on nous traduit aussi les choses sur le terrain, finalement, de convertir ça en frein. Et puis ensuite, évidemment, le point que j'aimerais qu'on puisse travailler ensemble, c'est comment, collectivement, on peut contribuer à lever ces freins. Et à mon avis, il y a 2 façons. Il y a d'abord un certain nombre de fausses idées et de mauvaises informations de la part des professionnels de santé. Donc il y a probablement de la pédagogie à refaire auprès d'eux. Il y a à faire la démonstration par l'exemple que ça marche
Et là, moi, je m'appuie beaucoup sur AVEC parce qu'ils sont plus légitimes que moi lorsqu'ils interviennent auprès de leurs pairs, quoi, parce qu'on le sait, professionnels de santé, ils sont toujours beaucoup plus sensibles à ce que va leur dire un pair, d'autant plus qu'il a cette expérience-là qu'un administratif qui vient, qui plus est, de l'ARS. Hein. Donc ça c'est aussi un élément important. Donc voilà, donc, on repère ensemble, on complète les freins, et puis ensuite on travaille, si vous voulez bien, collectivement sur les leviers. Donc oui, je disais, il y a sûrement les fausses idées, et puis il y a aussi quelles sont les étapes qu'on pourrait peut-être alléger collectivement, et une fois de plus je prends ma part aussi, y compris du côté des administrations. Est-ce qu'il y a des étapes dans la création d'une MSP, par exemple, pour lesquelles on pourrait peut-être être un peu plus soft sur nos demandes ou nos délais d'instruction, que sais-je, c'est le moment d'en parler. Est-ce que ça vous va si on poursuit en travaillant sur cette forme-là? C'est bon pour vous? Alors, le micro est là, Nathalie est là. Ce que je vous propose, c'est que, réagir par rapport à tout ça, pour celles et ceux qui le souhaitent, quoi, évidemment, première chose. Deuxième chose, les freins, est-ce que vous en voyez d'autres qui sont importants? Et puis ensuite, on travaillera sur comment les lever. Vous voulez que je les rappelle, les freins? Je vois que vous... Et en plus, j'écris pas très bien, j'en suis désolé. Le temps disponible, ça, c'est un frein. La question des obligations qu'emporte le projet de santé, hein, on l'a dit, participation à la PDSA, horaire d'ouverture, système d'information, je pense à cela parce que c'est souvent ceux-là qui reviennent. Hein. Lourdeur, la lourdeur, c'est la lourdeur pour créer le projet, c'est la lourdeur au moment du fonctionnement, notamment le reporting à SCI, etc., qui me semble être une usine à gaz infernale, et donc j'ai peur de me lancer là-dedans. La plus-value, à quoi ça sert finalement, hein, je le redis, et puis le risque de tension que ça peut créer. Et dans la liberté, j'ai oublié aussi un point souvent qui est abordé, c'est ouais, mais si je veux sortir, comment je fais? Est-ce que je ne vais pas me menotter, me lier les mains là-dedans? Donc réaction là-dessus, et puis vous me dites quels sont les freins que vous souhaiteriez qu'on ajoute. Nathalie. Moi, je rajouterais la structure juridique de rentrer dans une société. Sous forme de CISA. Encore une association, ça va, mais dès qu'on parle CISA, c'est compliqué. C'est un frein. Enfin, les élus, en général, c'est un frein, en fait. Parce que très souvent, ils sont porteurs du projet immobilier. En globalité, et ils y connaissent rien en fait. Ils gèrent souvent leur bâtiment maison de santé comme ils gèrent un bâtiment communal, et ils comprennent pas l'importance de l'équipe, de respecter le choix de l'équipe, son projet, et ils peuvent vouloir combler les locaux avec des professionnels qui ne sont pas de cette équipe. Donc c'est un vrai frein, et je pense qu'au tout début du projet, du coup, comme on ne sait pas, on fait confiance, on se laisse plutôt porter par les élus pour ce côté architectural, et du coup on se retrouve parfois en situation compliquée après quand l'équipe est plus mature et a évolué. Donc en fait tu proposes déjà un peu après les freins sur des points de vigilance ou comment les lever. C'est dès le début faire des élus uniquement avec des personnes qu'on... Pardon, excusez-moi. Oui, dans tes propos, tu vas en fait au-delà des freins, puisque tu évoques déjà comment est-ce qu'on pourrait le lever. Et par exemple, pour les élus, ta proposition, c'est d'être vigilant dès le début du projet. Ben, oui, parce que en fait, très souvent, quand on a l'envie d'être ensemble, de travailler, de mener ce projet ensemble, nous, les professionnels, on se réunit, on réfléchit, on fait notre projet de santé, voilà, on le défend, et très souvent, c'est les élus qui sont avec l'équipe pour défendre également ce projet et mettre un bâtiment à notre disposition, ou une création de bâtiment. Et le problème, c'est qu'ils ont tendance à oublier qu'ils sont juste là pour nous faciliter l'aménagement, l'espace, le lieu, et pas pour diriger, gérer et faire vivre cette structure, en fait. Moi, clairement, j'ai le cas dans ma
maison de santé, c'est communal. On veut un agrandissement parce qu'on a on est trop à l'étroit. Et en fait, de l'autre côté, c'est nous, on vous créera 3 bureaux, pas plus. Oui, mais c'est pas ce qu'on veut. Enfin, on n'a pas cette besoin, cette demande. Et c'est tout le temps parlementer pour des choses comme ça. Et du coup, ça fait perdre l'énergie. Donc peut-être que dès le départ, il faut être vigilant sur ça, mais aussi peut-être rappeler aux élus leur rôle dans cette situation-là, en fait. Ils sont là que en fonction support, si je peux. Enfin, c'est peut-être pas le mot, mais et pas partie prenante du projet de santé, en fait. Et qui est le mieux placé pour toi pour le faire, ce rappel aux élus? Parce qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un le signifie, quoi. Enfin, les élus, à mon avis, ceux qui sont les plus à même, c'est la loi, ou l'ARS, ou moi, en l'occurrence, chez moi, je pense que ceux qui permettent de les remettre à leur place, c'est l'ARS. C'est quelque chose qui est partagé, ça? Nous, on a exactement ce même problème. La maison de santé a été créée, le projet de santé, tout ça au départ. Seulement maintenant, c'est plus du tout adapté. Effectivement, les bureaux sont trop petits et ils n'en ont pas du tout conscience. Pour eux, voilà, il y a tant de cabinets, ça va très bien. On peut encore surcharger. On accommode en faisant des bric-à-brac. Et il n'y a pas vraiment de notion d'accès, de confort pour le professionnel de santé, comment il peut travailler. La podologue, elle travaille dans 9 mètres carrés, ça ne leur pose pas de problème. Voilà. Et ça, on a beau faire des réunions, ils ne l'entendent pas. Ça y est, ça a été accepté, le bâtiment a été fait, et c'est acquis, point barre, ça ne changera pas. Et c'est vrai que c'est des batailles continuelles qui n'avancent pas. Ça fait... voilà. Donc ça épuise tout le monde et effectivement, du coup, plus personne ne participe au projet de santé parce que à quoi ça sert? Mais c'est pour ça que je te posais la question du tiers, quoi, parce que on sait bien quand on est dans ce type de situation, c'est toujours pas mal d'avoir un tiers qui intervient et qui vient des fois faire entendre une parole ou débloquer la situation. Est-ce qu'avec, par exemple, dans ce genre de situation, ça peut être votre rôle? Je te remercie. Oui, alors c'est vrai que ça n'a pas été forcément notre rôle premier partout, parce qu'on n'avait pas forcément la force de frappe, je dirais, pour pouvoir intervenir partout. Ça se développe. Et en effet, on est amené à discuter, à faire de la médiation avec les équipes, avec les élus. Avec Étienne, le mercredi, par exemple, on a été dans une maison de santé qui rencontre un peu ce type de problématique à l'Aréole. Et bien sûr, oui, si on peut être facilitant, aidant, pour arriver à débloquer des situations, on se jette dans la bataille. Hein. Et on fait en sorte que ce ne soit pas une bataille, justement. Oui. Alors nous, justement, c'est l'inverse. Ça fait 5 ans qu'on demande à nos élus de nous trouver un bâtiment pour faire notre maison de santé. Et ils ne nous écoutent pas. Et du coup, pas de terrain dans le centre-ville, on va dire, de Valence-en-Poitou. Donc du coup, on s'isole un tout petit peu. Alors, on n'est pas très loin. Et du coup, la commune ne nous aide pas du tout. Voilà, on est porteur du projet perso. Tout le monde investit à titre perso. Et du coup, on trouve ça pas mal parce qu'on est en train de se faire notre maison de santé. Par contre, ça demande beaucoup de temps, d'investissement, d'énergie, de temps avec l'architecte, des visios. Voilà. Mais tout le monde est motivé pour le moment. Mais c'est que ça peut faire partie des éléments. On est des jeunes, on veut tous investir. Mais on aurait une population plus âgée, je pense qu'ils ne voudraient pas acheter. Et juste 2 secondes pour rebondir là-dessus. En effet, c'est vrai que les projets soutenus en fait, par la région, par tous les acteurs qui peuvent appuyer les projets, en fait, la voilure va être réduite dans les années prochaines. Donc c'est vrai qu'il y avait une volonté de développement public en fait, des maisons de santé qui étaient financées sur les fonds publics. Maintenant, en fait, ils réduisent, vont être amenés un peu à réduire les enveloppes. Donc c'est vrai que l'élaboration de projets sur fonds privés, ça peut être une option intéressante pour essayer de continuer en fait, le projet et de gagner probablement en liberté. Voilà. Et d'autant que là, il y a une possibilité, alors elle est un peu réduite, l'enveloppe est assez maigre, et puis il n'y a pas beaucoup de projets qui vont être appuyés, mais de partenariats public-privé. Ce qui était impossible jusque-là,
mais il y a la possibilité, là, donc, sur une enveloppe qui se débloque, de pouvoir appuyer des projets privés avec des financements publics. Voilà. Effectivement, c'est un fonds qui s'appelle le FMIS, Fonds de modernisation de l'investissement en santé. Hein. Mais c'est aujourd'hui, voilà, c'est maigre, effectivement. Alors, certainement. Et puis, enfin, moi j'ai envie de dire, il faut quand même faire attention, je t'oublie pas. Hein. Ah d'accord, bon. Il faut faire attention aussi à ne pas tomber dans la logique du bouc émissaire, où l'élu est forcément celui qui freine et qui évite aussi qu'on se dise les choses. Donc ça, je pense que c'est un élément important. D'ailleurs, dans ce cadre-là, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a des difficultés qui peuvent naître parfois quand il y a des changements au sein de l'équipe même. Voilà. Ça peut être d'un coup un frein à l'élaboration du projet de santé, parce que des fois, dès ce stade-là, il y a des gens qui partent, qui changent, etc. Et ça vient bouleverser un peu la donne. Ce qui se passe aussi en termes de problématiques que je constate de plus en plus, c'est que, et là ça appelle à mon avis notre vigilance, et je pense qu'on a un boulot à faire avec, qu'on a commencé à en parler, hein, c'est dès le moment où on travaille sur l'élaboration du projet de santé et du volet IMO de la maison de santé, de penser au divorce. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, et c'est très sympa dans les territoires, on a des équipes municipales qui des fois s'entendent très bien avec des équipes de soignants. Tout le monde se tape dans la main, on se dit allez, on y va, il y a beaucoup d'entrain. Tout le monde a envie que ça aboutisse, ça aboutit, mais malheureusement, c'est pas toujours éternel. Il y a des élections, donc les équipes municipales, elles peuvent changer, et parfois il y a des bouleversements au sein même des équipes pour des raisons qui appartiennent à chacun, ça on n'a pas à en juger. Ouais. Et ça vient tellement bouleverser l'écosystème que ça crée des tensions. Ouais. Et là, d'un seul coup, on se dit, ouïe, aïe, aïe, comment est-ce qu'on va gérer ça? Et lorsqu'on regarde ce qui a été fait un peu en amont pour sécuriser, si je puis dire, ces organisations-là, ben on s'aperçoit que c'est hyper fragile. Voilà, donc ça c'est, je pense, quelque chose dans des recommandations qu'il faut qu'on ait en tête. Et on a commencé à travailler sur ce sujet avec Étienne, enfin un peu à se dire qu'il y a sûrement des choses à construire autour de ça. C'est comment, dès le montage, on peut être plus vigilant là-dessus et asseoir un peu mieux ces questions qui sont aussi juridiques, hein, d'ailleurs, et qui font que si jamais, à un moment donné, il y a un différend, qu'on n'arrive pas jusqu'à une impossibilité de le résoudre. Voilà. Oui, non, tu voulais finalement, c'est bon ? Vas-y. Entre-temps, vous avez dit beaucoup de choses. Donc, non, je voulais juste dire, par rapport, pour le frein par rapport aux élus, c'est l'ARS, bien sûr, mais par expérience que j'ai, l'ARS, mais c'est bien aussi quand il y a eu un projet immobilier, que ce soit les financeurs aussi qui qui expliquent aux élus pourquoi ils ont financé la maison de santé, enfin le bâtiment. Voilà. Je pense que la problématique de l'IMO se rajoute, c'est encore un frein supplémentaire que les multisites. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais et qu'on a eu des bons médiateurs, nous, sur Blaye, avec Santé, l'ARS. Voilà. Moi, je peux que partager ce que j'essaye de faire sur le terrain. Moi, ce que je dis toujours aux élus, c'est d'abord les professionnels de santé. Voilà, la première brique, c'est celle-là. Donc, on consolide cette brique-là. Et puis après, on verra ce qu'on fait, on verra s'il y a un volet immobilier. Et s'il y a un volet immobilier, moi je ne suis pas là pour contribuer à couler du béton dans les territoires. Ce n'est pas mon boulot au niveau de l'ARS. Hein. Mon boulot, c'est qu'il y ait de l'offre de soins, qu'elle soit la mieux coordonnée possible, etc. Bon, je vais vous passer le reste, vous le connaissez aussi bien que moi. Hein. Donc s'il y a un volet immobilier, il faut qu'il réponde aux besoins et aux souhaits, et c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, des professionnels de santé. Donc on ne se fait pas plaisir avec une architecture machin bidule, on ne se fait pas plaisir parce que ça donne à voir, hein, on répond aux besoins des professionnels de santé. Il y a des exemples tout bêtes, en Nord-Gironde par exemple, à Étolier, on ne va pas les citer, ils avaient le souhait, alors ça peut paraître anecdotique, mais pour eux c'était important, qu'il y ait des portes communicantes entre les différents cabinets, pour leur éviter de passer par le couloir où les patients étaient. Bon, voilà, par exemple, l'aménagement architectural, il a tenu compte de cet élément-là, parce que c'était important pour l'équipe. Voilà. Et ça peut être des tas d'autres exemples comme ça. Donc moi, ce que je leur rappelle à chaque fois, c'est ces deux volets-là. La première chose, c'est d'abord les professionnels de santé, d'abord le projet de santé, et ensuite, le volet architectural, il répond aux besoins des professionnels de santé eux-mêmes et de la façon dont ils ont envisagé de travailler les uns avec les autres. Sur les freins, est-ce qu'il y a d'autres freins ? L'autre frein, c'est le fait que
Ben, la désertification, du coup, ça aide pas parce que ils ont de moins en moins de temps. Donc, du coup, la coordination est de plus en plus compliquée. Donc, moi, je trouve que c'est un énorme frein parce qu'au final, ils s'isolent pour justement faire face à la demande. Enfin, moi, moi, c'est comme ça que je le ressens et j'ai l'impression que ça prend ce chemin. Et c'est assez compliqué, là. Alors, est-ce qu'on peut y rester là-dessus quelques minutes, si vous en êtes d'accord, sur temps dispo? Alors, je vais parler de ce que nous, on propose au niveau de l'ARS, mais vous le savez, on a cette enveloppe de 35 000 € pour accompagner les professionnels de santé à l'élaboration du projet de santé et à amorcer le fonctionnement de la MSP jusqu'à la signature de l'ACI. L'idée, en gros, c'est qu'il n'y ait pas de trou d'air entre le moment où les professionnels de santé commencent à se mobiliser et le moment où les ACI arrivent. Voilà. Parce qu'on avait constaté par le passé qu'effectivement, il pouvait y avoir une démobilisation parce qu'ils avaient le sentiment que ça n'avançait pas, quoi. Donc ils s'étaient mobilisés et puis ensuite plus rien. Le sujet, alors du coup, sur ces 35 000, vous savez, il y a 10 000 qui sont consacrés à l'élaboration du projet de santé qui peuvent donc venir rémunérer le temps passé par les professionnels de santé libéraux qui, quand ils font ça, ne font pas autre chose, donc n'ont pas de recettes, donc ça peut se comprendre, on compense ça. Pour autant, ça ne leur donne pas de temps supplémentaire. Donc ça, moi j'aimerais qu'on y reste un peu, parce que ma position, mais c'est peut-être théorique parce que je suis un peu loin de tout ça, ce serait de dire, est-ce qu'on peut assez vite embaucher un coordo de manière à ce que justement le coordo prenne en charge aussi une partie de ce travail et soulage encore, si je puis dire, soulage encore un peu plus les professionnels de santé. Et d'ailleurs, je m'autorise à le dire, alors il y a la caméra, mais on fera des coupes. Je pense que c'est mieux de privilégier cette solution-là que de faire appel à un cabinet, par exemple, externe, qu'on risque de payer assez cher et qui n'offrira pas cette possibilité-là d'accompagnement. Après, une fois que j'ai dit ça, ça amène quand même une autre question qu'on constate aussi souvent, et ça François peut-être pourrait en parler sûrement beaucoup mieux que moi, c'est je ne suis pas sûr que la compétence qu'il faut déployer pour mobiliser des professionnels de santé autour d'un projet de santé soit la même que celle qui est nécessaire pour faire vivre une maison de santé. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous êtes coordo et que vous devez mobiliser autour d'un projet, il y a une dimension, comme on le disait tout à l'heure, presque de coaching. C'est-à-dire que je donne envie d'être mobilisé, de rester, de travailler, etc. C'est pas la même chose, je pense, que de faire vivre la maison de santé au quotidien dans les meilleures conditions. Mais modulo cet aspect-là, moi je pense que peut-être un des moyens de le lever, mais vous allez me dire, c'est ça, quoi. C'est peut-être assez vite d'envisager le recrutement du coordo. Et maintenant c'est plus facile, parce que sur l'enveloppe, la fameuse enveloppe des 35 000, vous avez 10 000 pour le projet de santé et 25 000 pour tout le reste. Donc on ne vous demande plus de découper par poste, machin, tout ça. Bon, vous avez 35 000 au total, 10 000 pour ça, 25 000 pour l'autre, et vous vous débrouillez avec ça. Enfin, vous jouez, je devrais dire plus précisément avec ça. Bon, moi, j'ai une petite remarque. Je suis d'accord avec vous, l'accompagnement d'une équipe lorsque la rédaction du projet de santé, c'est d'autres compétences que d'animer un projet de santé. Donc, il faut avoir une expertise et une expérience. La mise en place de la fonction de coordination sur les fonds FIR d'amorçage, je trouve ça super. Le problème, c'est qu'on a une question. Vous n'aurez peut-être pas la réponse. Maintenant, les coordos sont de plus en plus salariés, demandent à être salariés. Sauf que le fonds FIR, il est versé sur les fonds associatifs et sur des fonds d'intervention. Et ce qui fait qu'une coordo qui va demander à avoir un contrat de travail sur de la durée, quand ça va passer en CISA, et comment on fait le passage au niveau juridique? Est-ce que c'est possible d'avoir un contrat de travail sur une association et passer après en CISA? C'était l'interrogation qu'on avait, en fait. Il peut y avoir une autre solution, mais forcément, c'est un peu moins sécure pour la personne, quoi. C'est de lui dire, je te prends en CDD sur un, et ensuite, on s'engage à te basculer. Voilà. On a la même chose sur les CPTS, même difficulté. Hein. Je sais, ça c'est un problème récurrent. Voilà, donc c'est dans les pistes d'amélioration et de lever les freins, aussi de simplifier ce parcours salarié coordination. Oui, parce qu'on est bien d'accord avec, là,
enfin moi je fais appel à vous à chaque fois plutôt pour de la facilitation en ce sens que vous venez lever les premiers freins, etc. Mais une fois que ça est amorcé, eh bien, il faut que le relais puisse être pris par ailleurs, quoi. D'où l'idée de la cordeau. Merci Patrice. Ouais, donc dans cette optique-là, en fait, on a fait le même constat, hein, en fait, qu'il y avait besoin en fait de mettre de la cordeau dès le démarrage. D'ailleurs, en fait, je crois que ça avait été repris par le gouvernement dans le cadre du plan 4000, bon, si je crois que ça n'a pas été pérennisé. Donc c'est vrai qu'on a en fait cette idée de former des coordinatrices qui sont déjà expérimentées à cette notion un peu de coaching d'équipe, d'essayer d'aller vers de la dynamisation d'équipe pour que vraiment il y ait un collectif qui se crée. Et on se rend compte aussi qu'au tout démarrage du projet, il n'y a pas forcément nécessité d'avoir une coordinatrice qui soit à plein temps. Enfin, je dis coordinatrice, on va dire une fonction de coordination qui soit à plein temps. Et dans ce cadre-là, donc, on a l'idée, sans doute avec le soutien de l'ARS dans le futur, on l'espère, hein, d'avoir en fait des coordinatrices volantes sur le territoire qui pourraient en fait être déployées à la demande pour pouvoir appuyer cette fonction-là sur le démarrage du projet. Quitte à ce qu'après il y ait une phase de recrutement par l'équipe, qui ait un tuilage entre la coordo volante et la coordo qui prendra la suite, de façon à ce qu'il y ait une montée aussi en compétences, une formation qui intervienne avant même qu'on fasse la formation PACT, qui est la formation qualifiante pour les coordinatrices de terrain. Oui, puis ça permettrait de professionnaliser peut-être un corps de cordeaux sur ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Nathalie, c'est-à-dire le fait qu'il y a des compétences spécifiques qui ne sont pas les mêmes pour accompagner que pour... Tout à fait, ouais. Ouais. Oui, donc j'y pense au tout début, c'est aussi, par mon expérience, c'est vraiment... Alors moi j'avais un cursus où j'ai pu écrire un projet de santé et être coordinatrice tout de suite. Mais quand même, c'est pas simple. Bon, à l'époque, j'étais pas encore bien connue avec santé, mais ils m'ont aidé quand même. Mais c'est surtout s'entourer de professionnels. Enfin, moi, je pensais, là, le gros problème que j'ai eu, moi, c'était le comptable. Voilà. Quand tu as un comptable qui vous dit « je sais tout sur les CISA », etc., que vous avez beau lui dire « non », bon, après, la fédération m'a aidé. C'est vrai que donc, du coup, seul, c'est un peu difficile. Donc, il faut se faire aider et surtout avoir les bons interlocuteurs, au niveau comptable. Et je dirais aussi, alors par le biais de la Fédé, maintenant on a un comptable et on a un juriste. Peut-être pour avancer, parce que je vois qu'il est déjà moins 25, sur la question de la liberté et des obligations qui sont liées, comment est-ce qu'on peut travailler cette question-là, peut-être pour convaincre plus facilement les professionnels de santé, ou est-ce que vous pensez qu'effectivement aujourd'hui, il y a de telles contraintes que c'est un frein et qu'il faudrait les faire sauter par ailleurs, hein, je rate ma collègue de la CEPAM, hein. Est-ce que voilà, ça peut s'entendre aussi, hein. J'entendais dans la liberté, quand vous parliez justement de l'accueil 8h-20h et ouverture le samedi matin. Alors nous, c'est ce qui se fait au sein du cabinet médical par choix des médecins. J'ai toujours été claire en disant si un jour c'est pas possible et autres, c'est pas grave, ça nous fera des points en moins, mais peu importe. C'est aussi vous, enfin, faut que vous teniez dans le temps aussi en tant que professionnel, pas vous épuiser. Voilà, 8h-20h, c'est marqué comme ça. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Donc en fait, comme je travaille avec 8 médecins, ils se relaient. Voilà, chacun un soir par semaine. Et puis le samedi matin, ils tournent à 8. Ils sont présents un samedi matin, toutes les 8 semaines. Voilà, ils sont organisés comme ça. Mais après, je leur ai dit, si c'est pas possible, c'est pas grave. Voilà. Voilà, c'est ça. Et juste pour faire un peu de publicité pour la Corporation des pharmaciens, qui est souvent un peu sous-représentée dans les maisons de santé, n'est-ce pas, ça peut être vraiment une bonne idée d'intégrer les pharmaciens dans la maison de santé, ne serait-ce que pour cet aspect-là, parce qu'en termes d'ouverture et de disponibilité en fait, vis-à-vis des patients, ils ont des amplitudes d'horaires qui sont largement supérieures à la plupart des professionnels. Ouais, enfin... Alors moi c'est ce que je dis aussi, hein. Je dis, voilà, on fait comme on peut, il faut démarrer. Pour autant, ce qui m'interroge souvent, c'est le fait qu'on a des professionnels de santé volontaires qui se disent bon, la maison de santé ça semble être un peu un passage non pas obligé, mais quand même c'est un levier d'attractivité. Bon, ils entendent ça quand même beaucoup. Donc si vous le faites pas, il y a peu de chances qu'il y ait des jeunes qui aient envie de venir, donc il faudrait quand même un peu y aller. Bon. Et des fois ils le font, nous on exige au minimum 2 médecins, un paramédical.
autant dire que ça fait pas quand même un gros noyau. Alors moi, je voulais avoir votre avis là-dessus, parce que ma crainte parfois, franchement, en avançant ce type d'argument, c'est-à-dire, vous voyez, les contraintes ne sont pas si fortes. Le contrepoint auquel je pense, c'est ce que tu viens d'indiquer. C'est, ok, mais enfin, comment on fait à deux avec un paramédical pour garantir une ouverture minimum de la structure, pour garantir une continuité des soins, et puis pour pouvoir répondre finalement quand même au socle minimal de la CI MSP, quoi. Et alors c'est très compliqué parce que bon, d'un côté on ne peut pas couper le souhait et l'herbe sous le pied de professionnels de santé qui auraient envie de s'engager dans cette démarche-là, hein. Et en contrepartie, il y a cette question-là. Et donc, ça appelle un autre sujet, du coup. Est-ce que la CPTS peut être, de ce point de vue, un point d'appui complémentaire, parce qu'elle elle vient localement soutenir une petite équipe, et pourquoi pas lui permettre d'avoir des points d'appui autour d'elle un peu plus large. Je ne sais pas, c'est une question que je vous livre et j'aimerais bien avoir votre avis terrain. Étienne, je crois que je te voyais... J'opine du chef. Pour moi, en fait, le rôle d'une CPTS, c'est aussi de favoriser le lien interprofessionnel, inter-MSP, c'est l'idéal, et d'être une fonction ressource pour les professionnels de santé. Et donc, de les aider, d'être un peu l'huile dans les rouages, dans les engrenages, de les aider quand ils ont un problème de mutualisation de moyens ou de mutualisation de process, d'horaires d'ouverture, de les aider à trouver des solutions en discutant ensemble. Je pense que l'échelle CPTS ou l'échelle EPCI parfois peut être la bonne pour sortir une épine du pied à des petites structures, parce que comme tu dis, 2 médecins généralistes et alors ça n'arrive quasiment jamais qu'il y ait un seul paramédical dans l'équipe, mais sur des petites MSP, c'est vrai qu'il y a certaines contraintes qui sont difficiles, voire impossibles à respecter. Pour autant, le langage que nous, on tient à la plupart des pros qu'on rencontre lors de nos facilitations initiales en début de projet de santé, dans cette balance bénéfice-risque, ou en tout cas bénéfice-contrainte que perçoivent souvent plus sur le volet contrainte que sur le volet bénéfice, le discours qu'on leur tient, c'est en fait la plupart des indicateurs ACI, c'est des choses que vous faites déjà. On vous demande juste de le tracer un petit peu, et pour le tracer en plus, on va vous financer une fonction ressource qu'est la coordinatrice et qui va vous aider à mettre des carrés dans des carrés, alors qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on va vous demander de mettre des triangles dans des ronds. Alors, ouais, t'ouvres à mon avis un autre frein, c'est celui de la plus-value, qu'il pose aussi souvent de la maison de santé, dans l'idée, on le fait déjà, donc à quoi ça va nous servir tout ça, quoi. Moi, ce que je dis justement, c'est ça, c'est une reconnaissance aussi un peu officielle de ce que vous faites, et puis ça vous permet d'avoir un appui, une ressource supplémentaire qui n'est pas moindre, et qui est notamment le ou la coordo. Voilà. Donc, moi, c'est les arguments qu'on avance, je ne sais pas vous, avec, etc. Parce que voilà, comment vous levez aussi cette question-là. Et alors, après, au-delà de ces points-là, donc on va rester un peu sur la plus-value, moi, je trouve que c'est un élément hyper important et sur lequel nous, institutions, honnêtement, on est faible. Et d'ailleurs, je l'ai dit avec assez souvent, hein. Vous, votre plus-value, c'est que vous connaissez le terrain, vous êtes dedans, vous êtes dans une MSP, etc. Vous êtes capable de dire non, ça ne va pas être un emmerdement supplémentaire, une lourdeur supplémentaire, mais au contraire, tu vas voir, ça va te permettre de travailler mieux en coordination avec les autres. Ça crée aussi un climat de travail qui peut être sympa, ça te permet d'échanger, de partager, enfin tout ça. Donc ça, comment vous arrivez à le distiller? Vous avez un peu un retour d'expérience officielle. Comment ça se travaille, quoi? Cette question qui me semble être déterminante, parce que c'est, en gros, pourquoi j'ai intérêt à y aller? Pour moi aussi, en tant que professionnel de santé, au-delà des patients, etc., ce que je peux comprendre, pour moi, pourquoi j'ai intérêt à y aller? Ouais, c'est ça. À mon sens, l'angle qui peut être intéressant, le biais par lequel on peut rentrer dans cette problématique, c'est de discuter un peu de la qualité de vie au travail et surtout de l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. On voit bien que les jeunes professionnels au sens large ont une envie d'équilibre un peu plus stable
que les anciennes générations, où il y avait en fait, je dirais un accent très marqué sur l'aspect professionnel. Et donc, parler de ça, discuter de ça, parler d'équilibre, parler de travail collaboratif, travail de réflexion autour des aspects même en dehors du champ même du travail, que sont aussi les vacances, la répartition en fait, des vacances au sein d'une équipe, ben, ça permet aussi de peut-être commencer à instiller en fait une réflexion autour de ces aspects-là. Alors, moi, je suis d'accord, mais franchement, je dis ça. Ce qu'ils me répondent souvent, c'est « mais attendez, en quoi ?» Là, vous venez me voir en me disant que je vais devoir rentrer dans un dispositif qui génère encore plus d'activités administratives que j'en ai aujourd'hui, et vous me dites que grâce à ça, je vais gagner en qualité de vie. Non, ce qu'il me faut, c'est vous me trouvez 2 médecins supplémentaires. Bon là, ok, je veux bien vous dire que ça, j'ai mon quotidien. Mais alors okay. Sinon, et tu vois, ce que j'aimerais qu'on puisse bosser ensemble, c'est un exemple précis, genre un parcours, tu vois, et en disant, ben voilà. Concrètement, un patient, il arrive, tac, tac, tac. T'es pas en MSP, voilà ce qui se passe. T'es en MSP, voilà ce qui se passe. T'as ton système d'info, c'est partagé, c'est machin, bah, tu vois, ça met de l'huile dans les rouages. Ici, là, là et là. Et au bout du compte, bah, tu gagnes quand même du temps. Voilà, par exemple. Ok. Alors, je te dirais que dans ce cas-là, le biais qu'on peut trouver, c'est quel type de patient qui vous emmerde en fait. Enfin, c'est les patients aigus. C'est lesquels qui vous prennent du temps. On arrive tous à la conclusion, c'est plutôt les patients chroniques en fait qui prennent du temps parce qu'on les voit régulièrement. Il y a des problématiques sociales, des problématiques larges en dehors du champ du soin pur. Et du moment qu'en fait on fait le constat que ces problématiques dures, elles coûtent à tout le monde, elles prennent du temps, et que la solution elle passe par le collectif et pas par l'individu. Dans ce cas-là, le fait de mettre en place des temps de cohésion, de réflexion autour de ces cas complexes, c'est là où finalement on démêle un peu tout ça. Et bien sûr, je suis d'accord avec toi qu'il y a plein de fois où on arrive en fait dans les maisons de santé, il y a des éléments moteurs, il y a des éléments qui sont hyper réticents. Guy avec sa grosse moustache qui bosse depuis 50 ans et qui en fait bosse du matin au soir et qui lève pas la tête du guidon, bon ok. Mais faut aussi en fait pas simplement, je crois qu'il faut pas être en opposition par rapport à ça, faut entendre ce discours-là, mais il faut peut-être aller aussi vers les gens qui ont envie de travailler différemment, qui commencent à avoir une réflexion un peu différente sur leurs patients. Bon, ils s'appellent pas tous Guy. Hein. Mais ils ont souvent des moustaches. Oui. Super bonne volonté, ok, on a tous envie de travailler ensemble pour améliorer notre pratique, notre qualité de vie au travail, notre qualité professionnelle et apporter du plus à l'usager. Ça, on est ok, on a envie de le faire, on a envie de créer cette équipe et faire ça ensemble. Alors ok, on ne nous oblige pas à signer les ACI, mais en effet, ça nous aide à améliorer notre quotidien et en tout cas la fonction de coordination, le logiciel, enfin plein de choses. Il n'empêche que le dossier ACI, il y a quand même des items qui sont obligatoires et qui peuvent faire peur en fait. Parce que même si on avance tranquillement et qu'on mature tranquillement, il n'empêche qu'il y a des choses qui sont obligatoires dès qu'on signe la convention tripartite et que si on les fait pas, on peut être toqué ou en tous les cas, voilà, ne pas... Et ça pose, enfin, à mon sens, pour des équipes qui ont envie quand même d'être ensemble et de travailler ensemble, ça peut poser un frein important. Et justement, si on fore un peu la CI, voilà, ouais, par exemple, c'est quoi les sujets les plus problématiques? Eh ben, je sais pas moi, les 6 RCP annuels, alors qu'on en fait des RCP, c'est pas le problème, on en fait tous comme ça au café, comme ça dans le couloir parce que on croise l'aide ménagère avec le médecin G, le kiné et puis l'infirmière qui dit bah il est encore tombé et hop, on va essayer de trouver une solution là maintenant et c'est une RCP. Sauf que on n'a pas, quand on a 2 médecins G, une équipe pluripro, mais que 2 médecins G, il est compliqué de réunir plusieurs fois dans l'année pour parler de ces cas complexes qu'on connaît tous et dont on s'appelle pour le faire. Par exemple, ça c'est un exemple que j'entends et pour le coup, pour moi, c'est compliqué au cœur de ma MSP, mais voilà, il y a d'autres, sûrement pour d'autres, c'est... l'utilisation du logiciel partagé. Enfin, il y a plein de petits freins comme ça qui sont pas toujours simples, je pense.
vraiment réagir parce que, en fait, et si vous ne les faites pas, les RCP? C'est pas un critère obligatoire. Les trois critères obligatoires socle de départ, c'est le SI, la fonction de coordination et l'accès aux soins. La gestion de crise. Mais ça dépend aussi à pourquoi tu vas avoir des budgets. L'objet, il y a beaucoup d'équipes qui pensent qu'avec les ACI, ça va leur faire moins de charges à payer. Enfin, il faut demander. Peut-être qu'il y a un mauvais fléchage aussi des subventions et les gens se mettent de la pression. Voilà, c'est ça. Mais peut-être parce qu'on présente ça avec de la pression. Je pense que c'est peut-être aussi la présentation. Non, mais alors, la parole est à la CEPAM de la Gironde. Alors soyez sympa. Alors, ce que je veux dire, c'est que les professionnels, ils parlent avec d'autres professionnels. Quand ils parlent de la CISA, ils ont toujours des exemples de cas où ça se passe mal. C'est pas forcément que je dis que c'est vous. Voilà, c'est ça. Mais... Non, mais je n'ai pas pris pour moi. Mais justement, moi j'ai ce poste-là pour accompagner et dédramatiser aussi sur tous ces indicateurs de l'ACI, sachant qu'il y en a quand même beaucoup d'optionnels. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner pour développer ces optionnels, pour justement que le financement augmente et que vous puissiez faire beaucoup plus de projets. Voilà, c'est l'idée. Et après, dédramatiser les horaires d'ouverture. Ok, mais vous le faites déjà. Le plan de crise sanitaire, bon d'accord, ça s'est rajouté, mais on ne vous demande pas une thèse non plus. Voilà, on essaie aussi de vous accompagner sur tout ça. Il y a des trames, la fédération est là, et nous vraiment, s'il y a des interrogations, voilà, on est là pour aider le système d'information partagée, oui, mais on a aussi des délégués numériques en santé qui vous aident. Voilà, faut aussi taper à notre porte, parce que vraiment, on est plein de bonne volonté pour vous aider et pour vous accompagner. Et on est vraiment dans l'accompagnement. Voilà, ça c'est important, je trouve, de le dire. Nous aussi, on est dans l'accompagnement. Oui, mais je sais bien. Mais en tant qu'administration, je trouve que c'est important de le souligner qu'on est vraiment dans cet accompagnement. Moi, je pense qu'il y a, c'est aussi, c'est pas dépendant. Clairement, quand on en discute sur des réunions de co, il y a vraiment, pour le coup. Pardon, excusez-moi. Quand on en discute en réunion de coordination, on est vraiment sur l'accompagnement. C'est vraiment CEPAM dépendant. Il y en a pour lequel, en effet, on est très aidé, comme vous l'expliquez là, et il y en a pour le coup qui arrivent et là, ça c'est pas fait, ce genre de truc. Et du coup, peut-être que aussi harmoniser l'aide de l'ensemble des structures, ça peut être bien. Juste pour arrondir un peu les angles, je pense que ça dépend aussi du type de structure. Parce que dans le cadre des CPTS, il y a peut-être cette volonté d'avoir plus de demandes, d'augmenter chaque année un peu le niveau d'exigence. Sur la MSP, c'est quand même moins vrai. Enfin, je parle pour l'assurance maladie. Mais... Il y a aussi en termes de pédagogie de rappeler que les ACI, c'est pas une volonté institutionnelle unilatérale, parce que malheureusement, je me rends compte assez souvent que les soignants ont une culture professionnelle qui n'est pas si forte que ça sur le plan de la connaissance de leur environnement, je veux dire, de représentants, etc. Et rappeler de temps en temps que l'UNCAM a négocié ça avec leurs représentants, et que c'est pas une fantaisie administrative qui vient des élucubrations de l'assurance maladie ou de l'ARS. Il faut quand même parfois, je suis moi-même contraint des fois de le rappeler. Dire, bon, attendez, voilà. Françoise. Ah. Oui, mais c'est là où la plus-value du ou de l'accord d'eau est là. Après, moi je voulais... Oh, pardon, vas-y, Tiens. Pardon. Non, juste pour en venir, par exemple, aux réunions RCP, moi j'ai fait mon mémoire pour la formation PAC sur justement comment motiver les professionnels à faire des RCP. Donc j'ai longuement cherché et après j'ai fini par trouver que déjà je ne mettais plus réunion RCP, je mettais réunion conviviale autour de machin, un truc, et que les professionnels discutaient entre eux de pathologie, etc. Donc après je faisais peut-être des trucs qu'il ne fallait pas faire, mais après à un moment donné on s'adapte à notre équipe, c'est ce qu'on nous dit tout le long de la formation, très cher. Et du coup, c'est de prendre la coordinatrice est là aussi pour
rassembler les données, faire des fiches. Et on ne fait pas vraiment des réunions de concertation tous autour d'une table avec un patient, tout ça, mais c'est fait de façon indirecte. Je pense qu'on ne peut pas être dans le parfait tout le temps. Le tout, c'est que les gens se parlent, échangent et installer une dynamique après, et après ça se fait. C'est vrai que les équipes, quelquefois, elles ont peur du regard de l'autre, donc, du regard de l'autre collègue, confrère, etc. Oui, ce que tu disais sur la méconnaissance des soignants de leur système de santé, je suis d'accord avec toi, et au sein de la Fédé, on est complètement d'accord. On a cette discussion assez fréquemment. En fait, on est en tant que soignant, on nous apprend quand on est médecin, on nous apprend la clinique. Quand on est infirmier, on nous apprend d'autres thématiques plus larges, mais moins compétentes sectoriellement. Quand on est kiné, on a d'autres compétences en rééducation, etc. Par contre, on ne nous apprend pas déjà à travailler ensemble. Et ensuite, on ne nous apprend pas comment fonctionne notre système de santé et comment on interagit entre soignants, administratifs, institutionnels, etc. Et du coup, c'est un peu la guerre des tranchées parfois. Quand on écoute les médias, on se dit le grand méchant administratif, il veut prendre le pouvoir sur le gentil soignant qui est là que pour le patient. On est un peu dans le caricatural et un peu de culture professionnelle. Je pense que ça nous fait du bien et que ça nous aide à comprendre dans quel système on fonctionne. Et qu'on ne peut pas se passer les uns des autres, et que c'est pas en se recroquevillant sur nous-mêmes qu'on va pouvoir se payer une meilleure vie professionnelle aussi, s'épanouir, tenir longtemps, parce qu'on a un métier difficile, autant physiquement que psychologiquement. Donc la sémantique qu'on utilise, elle est hyper importante. La sémantique qu'on utilise aussi, elle est importante. Tout à l'heure, j'ai entendu le mot subvention. Et je me refuse à utiliser ce mot concernant les ACI, c'est une rémunération. C'est une rémunération qui est une autre rémunération que celle à l'acte, qui est une autre rémunération. Tout à l'heure, on parlait de PEPS. En fait, il y a un cap à franchir, je pense, pour les professionnels qui connaissent que la facturation à l'acte pour le moment. Il y a un cap à franchir pour accepter de percevoir l'ACI, pour accepter ensuite de passer dans PEPS et d'être au forfait, ou à d'autres types de rémunérations, mais qui sont d'autres rémunérations que celles à l'acte, mais qui sont tout aussi nobles et valorisantes. J'ai noté ce que je voyais que Nathalie s'arrachait les yeux sur mon truc parce que j'écris pas très bien. La question de la formation que tu évoquais, effectivement. Alors c'est que cette 4e année aussi, pour les médecins, je parle, de docteur junior, elle va leur permettre d'aller voir pendant une année pleine comment fonctionnent des équipes en dehors du monde hospitalier et en dehors de Bordeaux, pour nous, pour la Gironde, quoi. Donc ça, je pense que ça peut être contributif, effectivement, de ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'apprendre à travailler ensemble et de voir l'intérêt et l'importance qu'il y a à tisser des liens avec les autres dans cet écosystème local. Alors c'est un levier parmi d'autres, mais au moins celui-ci il va arriver dès 2026. Probablement qu'il y a quelque chose à faire effectivement en termes de formation pour les apprendre à se côtoyer déjà, ne serait-ce que ça. Alors la Croix-Rouge fait des trucs sympas entre kinés et infirmiers déjà. Pas les médecins, mais c'est déjà un début. Et puis il y a cette question, c'est ça que je notais, d'avoir une meilleure connaissance du système de santé et de son environnement professionnel, et probablement qu'il y aura des choses à proposer dans ce cadre-là. Il est presque 16h, donc pour pas qu'on termine trop en retard, ce que je vous propose, c'est qu'on rebalaye les freins. Moi, il me semble qu'il n'y en a qu'un qu'on n'a pas vraiment abordé. Bon, le temps de dispo lié à la désertification qui avait été évoqué et qui ne fait que renforcer le manque de temps de dispo, on en a parlé. La question de liberté et des obligations qu'emporte l'ACI notamment, on en a parlé aussi. La question de la lourdeur, on l'a évoqué. La question de la plus-value aussi. Les risques de tension, c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, il me semble. Alors vous vous rappelez, moi ce que j'entends souvent, c'est on s'entend bien ensemble. Si on met du fric au milieu de tout ça, ça risque de créer de la zizanie. Voilà, je la fais très courte, mais c'est ça. Donc ça, comment les rassurer là-dessus Et puis il faut avouer que c'est arrivé, en fait. Donc je pense que le frein exprimé, il est sans doute légitime. Alors, il se trouve qu'on a un peu de retour d'expérience par rapport à ça. Et une manière de dédramatiser, c'est aussi de bien clarifier quel est le rôle de la CISA. Et historiquement, en fait, et ça existe encore dans certaines structures, il y avait une espèce d'imbroglio entre des SCM, donc des sociétés civiles de moyens, qui étaient pluriprofessionnelles, et la CISA. Donc c'était un peu un fourre-tout avec des clés de répartition un peu complexes, où ça payait parfois même en fait les loyers des locaux.
Le fait de clarifier dès le départ, d'avoir un appui juridique qui soit compétent et qui précise en fait quel est l'objet de chaque société et de bien splitter d'un côté en fait la SCM pour les frais usuels et la CISA pour les aspects de coordination pure, ça permet aussi d'éviter d'avoir ces problématiques-là. Et au-delà de ça, je pense que c'est important aussi d'expliquer dès le départ à l'ensemble de l'équipe qu'il faut aussi se parler, créer un règlement intérieur, parler aussi de les répartitions, évoquer malgré tout aussi le fait que dès lors qu'on fait des actions de coordination, eh ben, il faut qu'en face, il y ait quand même une rémunération pour les gens qui y participent. Et c'est pas un gros mot de le dire, parce que fonctionner juste sur fond bénévole, ça va un temps, mais sinon il y a un épuisement professionnel, une lassitude qui s'installe. Mais il faut clarifier dès le départ les choses. Si ça n'a pas été clair dès le départ, eh ben, en fait, il faut le remettre à plat, et quitte à, c'est arrivé chez moi, vraiment scinder des structures. Mais là, je te rejoins. Et alors ça, l'ACI, c'est quand même devenu un levier. Parce que moi, j'ai connu l'époque où on vous disait, de manière incantatoire, travaillez ensemble, c'est formidable, il faut vous coordonner, etc. Vous n'aviez aucun outil, aucun financement. Voilà, bon, ben voilà, c'est ça. Oui, alors moi, du coup, je trouve que le fait qu'il y ait justement le poste de coordinateur, parce que le problème des ACI, c'est souvent que les médecins, finalement, se disent eh bien, il y a des ACI parce que voilà, les médecins c'est les principaux, donc quelque part les sous qu'il y a leur reviennent un petit peu plus que voilà. Donc ça c'est vrai que du coup le fait qu'il y ait une coordinatrice, enfin moi je vois que c'est comme ça que j'essaye de gérer la situation, j'essaye de freiner et de dire eh bien on va mettre ça en place pour qu'eux aussi soient, voilà, ils touchent de leur côté, parce que forcément les RCP, c'est les médecins qui vont être plus rémunérés. Mais c'est vrai que c'est... je pense que le poste de coordinateur permet justement de freiner cette histoire d'argent qui peut être qui peut être source de conflit, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que j'essaye de gérer cette situation. Mais il y a toujours, quelque part dans leur tête, les ACI sont là parce qu'il y a des médecins. Il n'y aurait plus de médecins, il n'y aurait plus d'ACI. Ça, je ne sais pas si un jour ça partira. Je ne pense pas. Attends, je te réponds 2 secondes là-dessus. Oui, c'est vrai qu'en fait, le mode de calcul, il est basé sur la patientèle médecin traitant. Mais... il y a probablement en fait des négociations ACI qui vont s'ouvrir incessamment sous peu, et peut-être que la règle de calcul peut évoluer. Et ça pourra peut-être en fait modifier un peu cette perception. Et puis autant tu dis sans médecin pas d'ACI, sans professionnel de santé autre pas d'ACI non plus. Donc voilà, il faut aussi replacer les choses dans leur contexte. Tu voulais ajouter quelque chose ? C'est un petit peu ce que je voulais dire en fait. On parle d'exercice pluriprofessionnel, d'accord ? Et on ne tient compte que de la patientèle médecin traitant. Voilà. Quand est-ce qu'on va parler d'équipe traitante ? Quand est-ce qu'on va prendre en compte l'ensemble de la patientèle de cette maison de santé et que du coup, on sera à nouveau sur un pied d'égalité ? Oui, j'entends. Voilà. Ok, bon, il est 16h02, il y a simplement un point à la fin qu'on a moins évoqué, c'est la question immobilière, le fait que... Juste moi dire ça, comme ça je le rappelle à chaque fois, et je peux comprendre parce que l'acception elle est trompeuse pour les professionnels. On parle de maison de santé. Maison de santé, ça laisse penser à un bâtiment, tout le monde est dedans. Là. Donc à chaque fois, rappelez que ce qui fait maison de santé, c'est le projet de santé. Voilà, c'est ça qui fait maison de santé. Et donc rappeler que pour nous, l'essentiel, ce sont ces missions de coordination, de travail collaboratif entre les professionnels de santé, de systèmes d'information partagés, enfin bon, etc. etc. C'est ça qui est la première brique. Hein, et ensuite, le volet IMO peut intervenir. Ça rassure parfois qui ? Des médecins ou d'autres professionnels de santé qui sont à 2 ans de la retraite, bon, on le sait, qui disent attendez, moi je veux bien travailler pour la postérité parce que j'aime mon territoire, j'ai envie qu'il continue à vivre, donc je veux mouiller la chemise et je veux en être, mais me demandez pas d'aller jusqu'au déménagement. Des fois, ça peut être des kinés qui ont investi parce que vous êtes très consommateur de surface et voilà, donc vous avez des contraintes immobilières qui sont les vôtres. Par contre, on peut aussi se servir du modèle, je pense, maison de santé malgré tout, pour démontrer que ça peut être un gain de liberté en ce sens que je paye un loyer,
et peut-être que je vais rester 3, 4, 5 ans sur ce territoire. Pour l'instant, je suis célibataire, peut-être que les choses changeront, j'aurai un projet de vie qui va bouger. Avec la maison de santé, ça le rend possible. Et ça t'évite de t'enfermer dans un projet immobilier pour lequel tu vas devoir raquer pendant 20 ou 25 ans. Bon, ça, je pense quand même que les jeunes professionnels de santé, c'est quelque chose auquel aujourd'hui ils sont sensibles parce qu'ils n'ont pas très envie, je pense, de s'enfermer dans un projet immobilier, sauf sur des territoires où il y a des logiques de plus-value éventuellement qui peuvent être faites sur de l'immobilier, sur la zone littorale notamment. Moi, je connais bien en Gironde cette question-là. Donc voilà, donc ne pas hésiter à rappeler qu'une maison de santé, ça peut être multisite, ça peut être complètement éclaté, enfin que ça peut être hybride, que toutes les formules sont possibles, et c'est d'abord le projet de santé qui fait maison de santé. Bon, on va s'en tenir là, parce que sinon on pourrait y passer la nuit. Donc moi, je veux vous remercier beaucoup, vous dire que les uns et les autres, avec assurance maladie, ARS, évidemment, on est là, et qu'il ne faut pas hésiter à venir vers nous, vous qui êtes sur le terrain et avec vos équipes, hein, et qu'on est preneur de toutes vos propositions justement pour améliorer les accompagnements. Et je laisse le président clore, quoi, c'est normal. Merci beaucoup, Patrice. C'était encore une fois limpide, mais on n'en doutait pas. Je vais faire mon marché. Donc, il se trouve que, tu l'as rappelé, en fait, je suis facilitateur pour la Gironde. Donc, je vais au-devant des équipes qui ont besoin d'accompagnement, que ce soit au démarrage, sur des formats plus matures ou pour de la réécriture de projets. On a besoin, en fait, de facilitateurs sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, si jamais, en fait, l'idée d'aider les autres et de faire bénéficier, en fait, des nouveaux venus dans le monde de l'exercice coordonné de votre expérience ou de l'expérience partagée de chacun vous intéresse, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter, on va faire une formation en fin d'année sur la facilitation. Et c'est une manière aussi, je vous le dis, d'aider les autres, certes, mais de vous aider vous-même. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en apprenant un peu plus, souvent on aide aussi sa propre équipe et donc à travers l'équipe soi-même. Voilà, merci.